Voilà. Et bonjour à toutes, merci d'être venues à la journée de sensibilisation à l'autisme. Donc on est ravis de vous retrouver puisque ça fait 2 ans que nous faisons tout en distanciel. Donc cette fois-ci on a en plus des super locaux. D'habitude on fait au Bois de la Cambre ou au Parc Royal, donc on a très froid. Donc là vous êtes assis, donc c'est très plaisant. Donc cette fois-ci je vais vous parler des adaptations pédagogiques en autisme. Donc je me présente, Irène Monsanto-Serra, je suis logopède. J'ai une spécialisation universitaire en autisme et je suis également orthopédagogue et je travaille maintenant à Alexandre Herlin, une école spécialisée avec mes collègues ici présents qui sont venus pour me soutenir et pour écouter des tas de choses. Donc ce sera juste une petite présentation parce que évidemment 30 minutes vous pensez que c'est pas totalement... Enfin, il faut beaucoup de temps. Je vais juste mettre mon timer pour ne pas dépasser le temps, sinon après ça ne va pas le faire. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu de l'autisme. Je pense que vous en connaissez déjà un rayon. Je vais aussi parler de tout ce qui est les 10, puisque vous savez qu'on peut être une personne autiste avec des comorbidités associées, comme on dit, donc dyslexie, dysorthographie. Ce qui fait que quand vous devez travailler avec une personne autiste qui a de la dyslexie en plus, ce n'est pas comme avec quelqu'un qui est dyslexique. Et ce qu'on a appris, nous, à l'école, en tant que logopède, je crois qu'il y a des autres logopèdes présentes peut-être. Et du coup, on doit tout changer. Ce n'est pas du tout la même chose. Et après, je vous montrerai surtout tout ce qui est adaptation. Alors, ce sont des images, des photos de ce qu'on peut faire. J'ai aussi amené un peu de matériel. Ma collègue qui était là à 10h, Sophia, a parlé de tout ce qui était les habiletés sociales. Donc, peut-être que tout à l'heure, elle sera de retour. Vous pourrez lui poser les questions. Vous avez des documents. Si certains vous intéressent, ce sont des PDF, donc vous pourrez écrire votre mail et le nom du document qui vous intéresse. Sinon, au 3e tableau, enfin dans le 3e panneau, plus ou moins, vous avez le CRA, donc c'est en France, Centre autisme, et ils ont organisé une banque de données de tout ce qu'on peut trouver sur l'autisme. Donc je vous invite à aller sur leur site, parce que vous aurez des réponses sûrement à toutes vos questions. On a également mis quelques documents, et de l'autre côté aussi, donc si vous avez envie de lire. Et dans l'autisme, ce n'est pas que la personne autiste, je pense que vous avez, c'est aussi la fratrie. Donc de l'autre côté, dans le couloir, il y a des documents sur comment jouer avec mon frère autiste, comment jouer avec ma sœur autiste, parce que peut-être que vous êtes confrontés, peut-être vous, dans votre cadre, et des personnes vous en parlent, donc il y a aussi une certaine façon. Donc les frères et sœurs qui arrivent bien deviennent des coachs en autisme pour leurs frères et sœurs, parce qu'ils développent des compétences. Donc ça fait des bonnes recrues pour chez vous aussi. Voilà, donc... voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc le fonctionnement autistique et les troubles spécifiques des apprentissages. Alors moi j'ai plus l'habitude de parler avec mes collègues dans les couloirs. Donc je vais lire mon PowerPoint, je suis désolée, peut-être que des fois mais voilà, je n'ai pas encore ce truc. Donc le fonctionnement autistique, donc vous savez que les personnes autistes présentent des difficultés dans les interactions sociales et dans la communication, ainsi que des intérêts spécifiques et stéréotypés auxquels s'ajoute une sensorialité atypique. Et ça, quand vous les rencontrez, vous devez vraiment tenir compte de ce problématique ou cette particularité. Parce que si un enfant est envahi par j'ai mal au ventre, dans le bus je suis arrivée, je me suis fait disputer, il ne peut pas écouter, il ne peut pas apprendre ce que vous lui dites. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Sensoriellement, il ne peut pas. Donc il faut lui laisser un temps pour qu'il se repose. Donc on connaît plusieurs sens, le toucher, le goûter, la vue, l'odorat, mais n'oubliez pas les 2 autres, je vais vous montrer. Et surtout, je pense qu'ici vous avez peut-être rencontré des personnes autistes qui vont vous parler aussi qu'elles entendent à l'intérieur d'elles comment fonctionnent leurs organes. Donc le battement de cœur très très vite ou les intestins qui gargouillent. Donc ça les dérange aussi et c'est en continu. Donc il faut vraiment tenir compte de cette spécificité. Et en plus, dans les sens, il peut être en hyper ou en hypo. Donc le matin, peut-être qu'il entend trop et l'après-midi, il ne peut plus entendre ou dans 1 heure de temps. Et parfois, ils sont envahis par tout en même temps. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte et qu'on oublie souvent. Enfin, je pense, parfois. Alors, vous avez donc les niveaux de soutien selon le DSM-5. Donc, il y a 3 niveaux de soutien. Celui qui a, on va dire, pas de déficience intellectuelle et qui a quand même besoin de soutien parce qu'il présente bien, mais peut-être qu'il ne sait pas faire les courses, peut-être qu'il ne sait pas organiser ses repas. Et on se dit, mais ce n'est pas possible, il parle 4 langues, il est HP. Ben non, parce que ça touche les fonctions exécutives. Donc il faut aussi en tenir compte de cette personne et pas croire que parce qu'elle présente bien ou autre, elle n'a pas des difficultés. Ensuite, niveau moyen, où là c'est plus compliqué. Et le 3e niveau qui demande
une attention constante et en permanence. Et ce qui fait que les parents, ceux qui ont des enfants qui demandent une attention constante, ont vraiment besoin d'un réseau autour d'eux pour pouvoir souffler. Mais il faut que ce réseau connaisse aussi comment fonctionne leur enfant, parce qu'on ne va pas confier notre enfant à n'importe qui. Donc voilà, c'est bien que vous existiez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles qui cherchent désespérément de pouvoir laisser leur enfant pour aller faire des courses avec la fratrie, justement. Donc c'est important. Donc voilà, chaque personne a aussi un fonctionnement particulier et un profil. Donc on travaille avec des enfants non verbaux, on ne travaille pas de la même façon qu'avec des enfants verbaux, mais quand même, on a besoin des supports visuels, et ça, c'est ce qui est le plus important. L'autisme est aussi caractérisé, on peut mettre dans 10 parties, 10 choses. Alors, je ne vous ai pas tout mis parce que c'était très long, mais je peux vous transférer ce document où tout est repris. Et vous avez surtout, je pense que ce qui est très intéressant, c'est le côté, la personne autiste, comment elle réagit, et la personne neurotypique ou qui n'a pas d'autisme, comment elle réagit. Parce que souvent, on dit « Ah, mais moi aussi, je suis autiste ». Non, vous n'êtes pas forcément autiste, parce que c'est 24 heures sur 24, tous les jours, depuis le début de leur naissance jusqu'à la mort. Donc nous, on peut avoir peut-être dire « Ah, mais je ne veux pas que tu touches à mon ordinateur, hein. » Mais c'est une fois. La prochaine fois, on va laisser. Donc c'est intéressant parce que du coup, vous comprenez beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus clair, je pense, pour tout le monde. Donc ça passe le fameux problème d'un enfant qui n'a pas mangé, un enfant qui n'a pas dormi, ou des parents qui ne dorment pas parce que leur enfant, depuis 5 ans, ne dort pas toutes les nuits. Ça aussi, il faut en tenir compte. Et si vous rencontrez des adultes, n'oubliez pas que chez les adultes, vous avez aussi des personnes autistes qui ont ces difficultés. Donc parfois, vous pouvez avoir des problèmes de communication avec les parents de cet enfant ou de cet élève. Donc tenez toujours ça dans votre esprit, parce que on n'y pense pas, on pense que c'est que le petit, mais le parent aussi parfois a cette difficulté. Alors, pour travailler le mieux possible, et dans un monde idéal, il faudrait qu'on soit partenaire, et vraiment entre la famille, les paramédicaux et les enseignants. J'ai mis les enseignants en dernier, mais c'était pas pour... c'est juste que je ne vais pas vexer mes collègues. Donc les parents, quoi qu'on en dise, ce sont les premiers experts de leur enfant. Il faut vraiment écouter quand ils sont aussi... quand ils ont pu se former ou qu'ils ont autre chose. Certains parents ne peuvent pas, mais la plupart le peuvent. Et donc, tout ce que vous allez donner en tant que professionnel, c'est grâce aux parents qu'ils vont progresser, parce qu'il faudra qu'ils reproduisent tout ça à la maison. Ce n'est pas une fois chez nous, par exemple en rééducation, ce n'est pas les 45 minutes qu'on va les voir une fois par semaine qu'on fera des miracles. C'est parce que les parents vont le faire tous les jours. Et même pendant les vacances, je dis aux parents, oui, il faut travailler aussi pendant les vacances. Il n'y a pas de vacances pour votre enfant, désolé. Donc... ils connaissent donc voilà les intérêts, ils savent ce qu'ils les aiment. On peut aussi se baser sur ce que le parent vous dit. Si le parent vous dit il aime Spider-Man, vous allez adapter tous vos apprentissages avec Spider-Man. C'est comme ça. Si vous ne connaissez pas Spider-Man, vous vous plongez dedans. Moi, la dernière fois, c'était Pas de Patrouille. Vu mes cheveux blancs, je ne connaissais pas. Donc j'ai été voir ce qui était Pas de Patrouille et les différents personnages. Et voilà, on tente quelque chose pour être au plus près de la réalité. Donc les paramédicaux, la deuxième partie. Donc la logopède, l'orthoptiste, on ne pense pas souvent à ce problème, mais c'est très important. Les coordinations oculomanuelles, c'est souvent un problème. L'ergothérapeute, alors vraiment spécialisé en intégration sensorielle, parce que ça c'est la clé de tout souci, on va dire, ça aide énormément les personnes autistes et les enfants que nous avons. L'éducateur spécialisé et le psychologue qui va mettre des outils, mais tout ce monde-là doit travailler en collaboration. Donc on n'a pas vraiment l'habitude, mais parfois on y arrive et parfois ça marche. Et quand ça marche, c'est super. Et donc nous avons les enseignants qui, eux, sont les experts des apprentissages, mais pas forcément de l'apprentissage à la sauce ou à la mode autiste. Donc il faudrait qu'ils se forment également pour être plus sereins et que ce soit plus facile pour eux. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait ce partenariat entre toutes les équipes pour que l'enfant soit serein et puis que tout le monde soit serein. Parce que je pense qu'il y a des collègues qui ont peut-être... en tout cas, jeudi, j'ai fait la même conférence, il y avait des enseignants qui nous disaient nous on est déjà au bord du burn-out, on n'en a qu'un, on est tout seul. Je dis mais je comprends, mais l'enfant est au bord du burn-out, vous aussi. Il faut que votre équipe et votre PO soient solidaires et que ce soit lui qui vous donne cette formation dans l'autisme, parce que sinon vous allez vous épuiser. Donc voilà, donc l'idéal, c'est vraiment un idéal, je vous laisse découvrir. C'est voilà, plein de choses. En fait, la personne qui connaît l'autisme, elle est comme une petite voix à côté qui va souffler des réponses à l'enfant, qui va aider l'enseignant pour adapter des jeux. Ça, c'est l'idéal, mais pas toujours. Donc, je vous laisse sur ça. C'est très politique, donc on ne va pas rentrer dedans. C'est juste une petite pique.
Ben voilà, donc les caractéristiques essentielles, ce qu'on a dit, hein, connaître le fonctionnement, tout ce qui est visuel, se baser sur la pensée. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on mette nos lunettes de personnes autistes pour bien aider et puis prendre aussi les informations chez les personnes autistes. Et donc, si on ne comprend pas les spécificités, c'est sûr qu'on est souvent, ce sera l'échec pour nous et pour l'enfant aussi. Parce que la première rencontre que vous avez avec un enfant qui a été en échec, si vous le mettez la première fois en réussite, il reviendra vers ce travail même s'il n'aime pas. Par contre, si vous le mettez en échec dès la première fois parce que vous ne savez pas, ben c'est un peu foutu. Donc les points incontestables, vous me verrez là, je reprends, c'est toujours la même chose. Et donc la dernière, c'est que les enseignants qui ont reçu une bonne formation, ben, ils sont plus aguerris et sont plus sereins de pouvoir travailler. Les spécificités, ça reprend toujours voilà, tout ce que vous avez déjà un petit peu vu. Donc voilà, on est toujours là-dessus. Donc ils ne sont pas sourds, ils sont pas stupides, ils ne sont pas déficients intellectuellement, mais il faut présenter vraiment tous les apprentissages d'une certaine façon et respecter certaines règles. Donc voilà, donc ça c'est un résumé mais bon, très rapide de ce qu'il faut retenir un petit peu. Donc les renforçateurs potentiels, ça c'est quelque chose qui est très important. Nous on va travailler peut-être pour faire plaisir à papa, maman, mais eux pas du tout. Il faut qu'on trouve quelque chose qui leur fasse plaisir. Et si c'est voir Spider-Man, le film, ou si c'est voir Peppa Pig, c'est pas grave. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il rentre dans les apprentissages et qu'il voit son film préféré. Et donc c'est grâce au contrat de travail, parce que ça je pense que vous connaissez certains, il a fait certains exercices et il peut gagner ce qui l'intéresse. Tout ça, ça se négocie, ça se présente, c'est pas comme ça, vas-y, hop, débrouille-toi. Non, pas vraiment, ça marche pas. Donc voilà, le temps de concentration aussi, n'oubliez pas que souvent il y a des déficits d'attention, donc ça aussi c'est un paramètre important, et la fatigabilité aussi. Donc voilà, encore les enfants qui ne communiquent pas, nous avons le PEX, en tout cas ce que c'est, ou sur la tablette, Let Me Talk. Et difficultés de compréhension également, au niveau de représentation, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Donc ça c'est le gros résumé. Anticiper, visualiser, expliciter, structurer, séquentialiser et personnaliser. Alors peut-être qu'on le fait déjà, sans s'en rendre compte, mais il y a des petites choses qu'on devra faire encore plus. C'est vraiment comme... on doit tout le temps penser dans ce mode-là. Donc anticiper, vous voyez, l'emploi du temps, les images ou les symboles, les mots écrits. Visualiser l'abstrait, c'est tout ce qui est émotion, donc c'est pour ça qu'on a différents documents. Redoubler les consignes orales, enseigner la tolérance à l'imprévu, ça aussi c'est différent, mais tout ça, ça s'apprend petit à petit. Bon, expliciter, voilà, montrer, faire des démonstrations plutôt que dire, parce que ça passe beaucoup mieux. Donc, structurer l'espace aussi, un lieu, une fonction. Par exemple, il y a des élèves, ils vont apprendre leur table de multiplication chez eux, avec leurs parents, mais à côté de la cuisine, et puis dans la table, voilà, ils connaissent. Et puis quand ils arrivent chez l'enseignant, il n'y a plus rien. Et la maman qui dit « Ah oui, oui, il connaît ». Alors moi, ce que je suggère aux familles, c'est de filmer toujours leur enfant et d'envoyer par WhatsApp, parce que le bureau en classe ou la chaise où il est, c'est pas la même chose qu'à la cuisine. Et s'il a associé « Je connais mes tables de multiplication », à ma place dans la cuisine, je ne peux pas le dire en classe. Donc ça, c'est vraiment ce côté, la pensée en détail et la perception qu'ils ont. Donc il faut en tenir compte. Donc séquentialiser, personnaliser, c'est Peppa Pig ou Spider-Man, et puis surtout prendre en compte ses particularités sensorielles. Voilà. Et voilà. Donc malheureusement, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, mais qui s'ajoute bien sûr tout ce qui est les troubles spécifiques des apprentissages. Donc c'est là qu'il faut en tenir compte également, parce que sinon, vous allez à l'échec. Donc les différents types, troubles du langage, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, les logicomates, les praxies et les troubles mnésiques et attentionnels. Bon, ça, je vous laisse... Alors, dans la dyslexie, il y en a 3, dans la dysorthographie, il y en a 3 aussi, et la dysphasie aussi. Donc tout peut être mélangé. La dyscalculie également. Alors par contre, il y a peut-être des élèves qui sont hyper performants en mathématiques. Voilà, ils ont la bosse des maths, on va dire, mais ils ne savent pas lire. Mais tout ça, il faut en tenir compte. Et donc les praxies, beaucoup d'élèves, en tout cas que j'ai rencontrés et que nous avons déjà vus, ont des difficultés dans les praxies. Alors certains peuvent dessiner quelque chose, mais extraordinairement, la Tour Eiffel de Paris, ou je ne sais pas, ou un coucou, ou cet objet, et puis ne pourront pas écrire. Ce n'est pas le même circuit. Ça aussi, il faut le savoir.
voilà, toutes les dyspraxies. Donc, chacune a sa spécificité. Parfois, on a tout ensemble, parfois, on n'a qu'une chose. Mais c'est plutôt rare. Et donc, voilà, le déficit d'attention qui est souvent dans l'autisme, on l'a souvent. Donc, pareil, 3 formes. Et donc, voilà, les élèves non autistes expérimentent le monde via une perspective sociale et les élèves autistes, le monde via une perspective sensorielle. Donc, je vous laisse regarder un petit peu parce que je vois mon temps. Et comme ça, je vais vous montrer les aménagements. Bon, ça, on a repris comme d'habitude, c'est ce que vous connaissez. Et donc, voilà, les adaptations transversales. Il y a un livre qui est fait, donc, si vous souhaitez. Il est là. Vous pouvez prendre, ça part pour les enseignants, de tout ce qu'il faut faire en classe. Et donc, il y a 2 façons de faire. Il y a l'apprentissage sans erreur. Donc, c'est ce que je disais, on met toujours l'élève en réussite. Et la leçon en 3 temps qui permet de faciliter les apprentissages. Vous avez également tout ce qui est les fidgets. Moi, j'ai des élèves qui ils savent, ils peuvent le prendre et après, on peut travailler. Et pendant qu'on travaille, ils ont leur fidget dans la main. Sinon, je ne les ai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils écoutent un peu ce que je raconte. Donc, ils ont le droit et ça devient un rituel, ils le demandent. Les supports visuels que vous connaissez, le time timer, sans quoi nous serions perdus. Nous, on utilise aussi notre téléphone. Pour la journée, pour nous, ça semble tout à fait logique, mais pas forcément pour les élèves ou les enfants autistes. Donc, il y a des façons de la représenter. Et évidemment, le volume sonore, comment voulez-vous dire que tu parles doucement, tu fais comme ça? Là, on peut visualiser en mettant la photo aussi de l'enfant. Tu es dans le vert, c'est super. Tu es dans le rouge, c'est trop fort. Parce que fort et faible, c'est pas du tout perceptible. Enfin, je veux dire, c'est particulier. Les émotions également, donc ça c'est... Moi, je travaille avec des enfants non-verbaux ou peu verbaux, donc c'est plutôt ça. Pour les enfants ou les adolescents verbaux, il y a beaucoup plus ici. Ma collègue peut vous en parler. Elle a fait l'atelier à 10 heures des habiletés sociales. Donc pareil, organiser l'espace. Alors ça, c'est tout simple, mais beaucoup d'enfants ne savent pas. Donc moi, j'ai une petite fille qui adore les licornes. On a mis une licorne. Ou si elle adore les fées, on va mettre une fée qui se promène pour lui dire dans quel sens elle doit travailler sur sa feuille. Parce qu'une feuille blanche, c'est une feuille blanche. Mais voilà. Donc là, ça permet, on lui fait un petit bandeau qu'elle a sur le bureau. Et du coup, elle peut suivre. Vous avez également tout ce qui est contrat de travail. C'est ce que je vous en ai montré un. Donc ils peuvent être de tout. Lui, il aime bien colorier. Donc il devait travailler, puis le colorier. Il y a la fameuse tablette. Il y a autre chose. Ça, c'est très... comme on a envie, mais on l'adapte. Les consignes aussi. Et donc là, c'est nous qui les utilisons en tant qu'adultes. Je veux que tu travailles, si tu ne comprends pas, voilà. Et donc, quand moi, je vois que l'élève ne comprend pas, je dis « je ne comprends pas ». Que certains élèves parlent très très bien, mais ne savent pas vous dire qu'ils ne comprennent pas, et ils vous retournent le bureau. Surtout si vous faites des maths et qu'ils n'aiment pas les maths. Donc du coup, voilà, et du coup, on apprend. Feu rouge, feu vert, c'est quand j'ai ma tablette. Donc s'il a le feu rouge, il ne peut pas toucher à ma tablette. Dès qu'il a le feu vert, il peut toucher à ma tablette. Comme ce n'est pas moi qui le dis que c'est quelque chose d'extérieur, ça passe très bien. Donc pareil, clarifier une situation. Dans une classe, un élève qui parle et l'élève autiste ne sait jamais qui est-ce qui parle. Alors on avait fait ce système. Et donc quand un copain parlait, on disait c'est lui qui parle maintenant. Comme ça, il essayait d'associer. Et après, à la récréation, il pouvait jouer avec lui parce qu'il avait identifié. Bon, les scénarios sociaux, donc c'est pour expliquer des situations. Donc pour les personnes qui parlent ou qui ne parlent pas. Ou ça c'était une inspectrice qui venait dans une classe. Donc on avait dit à l'élève, tu la laisseras toucher ton cahier. Parce que pour elle, c'était que son enseignant qui pouvait toucher le cahier. Quand l'inspectrice venait, on dit si jamais elle refuse, ça peut faire un mauvais point pour l'enseignant. Donc on avait essayé de trouver une situation, on avait expliqué qu'elle devait laisser l'inspectrice regarder son cahier. Alors la fameuse récréation, grand sujet. Donc pour nous la récréation c'est super. En tout cas moi je suis très contente d'aller en récréation. Pour certains élèves autistes c'est vraiment très très compliqué. Ils peuvent être victimes d'harcèlement. Donc il y a plein de solutions. Ça discuter toujours avec les parents, avec les professionnels, avec votre école, si vous avez des personnes qui veulent bien aussi aider et rester en récréation avec l'élève. Et sinon, voilà, le petit résumé de la récréation pour les personnes ou l'élève typique et pour l'élève autiste. Parce que la récréation, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, je ne sais pas comment jouer, ça tourne, ça bouge, ça fait du bruit, la cloche va sonner, je ne sais pas quand. Et tout ça, ça rajoute un stress. Et puis quand il rentre en classe, il n'est pas du tout en état d'apprendre. Et donc quand il rentre à la maison, ça peut exploser. Ensuite, en maternelle, donc ça c'est le jeu, un jeu qu'on connaît. En général, ce jeu vient avec c'est comme ça. Et si vous donnez ça à un enfant autiste et qu'il n'est pas très doué, ça va très très mal se passer. Donc en fait, on décompose. Donc on met
on colorie, on trace les formes, on colorie, on lui donne les 6 hexagones, les losanges, et vous l'aidez à placer. Et quand il se débrouille super bien, eh ben, il peut faire l'autre. Et quand il est encore au top, il peut faire un sans aide. Donc c'est toutes des étapes pour le mettre en réussite parce qu'il faut qu'il s'occupe à l'école. Donc on trouve des stratégies. Pareil pour les fiches, ça c'est ce qu'on peut avoir, mais bien qu'après on va les partager, on va les découper et que ce soit plus simple pour le jeune. Également, voilà, là c'est la première fiche, mais du coup on va quadriller, on va remettre du bleu, vous voyez, on identifie pour qu'il comprenne bien que c'est ça qu'il doit faire. Comme ça il n'est jamais en échec, il est en réussite en permanence. Et du coup pour le graphisme, bon voilà c'est la même chose, hein, ça ce sont pour apprendre à dessiner le bonhomme, ben, vous tracez au crayon, et puis moi ce que je leur fais, je trace au feutre, et puis ils doivent juste mettre 2 doigts par exemple, et puis progressivement on va mettre le rond, mais ils vont repasser. Ils ne doivent pas se préoccuper du geste graphique, ils ont juste à repasser dessus. Alors, on peut acheter une jupe, des chapeaux, enfin ce que vous avez envie, mais c'est une façon de permettre aussi, parce qu'on va dire, ben, va dessiner. Oui, mais je ne sais pas dessiner. Donc, voilà. Pour tout ce qui est graphisme également, toujours le sens gauche-droite, hein, ce que vous avez vu au début, mais c'est tout bête pour nous, mais pas forcément pour les élèves. Et toujours le retraçage, c'est beaucoup plus facile. Après, j'ai un élève qui était devenu fan d'écriture. Donc voilà, hein, pour les gommettes, par exemple, coller des gommettes, on va dire bah, va t'occuper. Oui, mais je ne sais pas comment. Donc on organise, on fait la séquentialisation. Et donc quand il a pris la première gommette, eh bien, on va barrer. Et comme ça, il sait combien il lui reste. En fait, c'est toujours la même chose. Le début, la fin, on organise pour que ce soit clair pour lui. Le coloriage, c'est la même chose. Vous mettez les feutres à disposition et pouvez vous colorier et laisser que, par exemple, la feuille verte, pour pas qu'il doit tout colorier d'un coup, parce que le graphisme étant quelque chose de tellement compliqué et que ça lui demande tellement d'efforts, ben voilà, on peut faire ça. Les puzzles, la même chose. Vous enlevez une seule pièce, la tête de Choupi et le chien, et vous mettez la pièce juste en bas, et il a juste à poser la pièce. Et donc il est en réussite. Et après, il y a l'autre où c'est dessiné par en dessous, et donc il a juste à mettre. Voilà, maîtrise de la langue. Vous savez, le français particulier, n'est-ce pas ? C'est pas la langue la plus facile. Donc, privilégier l'outil numérique. Ça, c'est ce que, avec la tablette, on fait beaucoup de miracles quand même. Les supports doivent correspondre au texte aussi. Il faut expliquer l'humour. Tomber dans les pommes, il y a des élèves, ils voient vraiment la personne qui tombe parmi les pommes. Donc, voilà, il faut faire attention à toutes ces petites choses. Donc, c'était un exemple. Donc, l'élève doit lire j'ai un frère qui s'appelle Antoine, pourtant il maîtrise la lecture, mais il ne peut pas lire puisqu'il n'a pas un frère qui s'appelle Antoine. Et vous allez le valider en disant ben, il est nul. Non, il n'est pas nul. Il ne peut pas. C'est pas possible, ça ne rentre pas dans sa conception. Donc, toujours faire attention. Voilà, le nombre de personnages, les inférences qui posent problème aussi aux beaucoup d'élèves. Donc, voilà, quelques solutions. Et donc les fameux alphas que j'utilise, mais que je détourne à la manière autiste, c'est-à-dire que je ne prends pas le tunnel. Si je prends le tunnel, pour ceux qui connaissent les alphas, j'ai perdu mes élèves. Donc nous avons une piscine et on se donne la main pour sauter dans la piscine. Et la difficulté aussi chez les enfants autistes, c'est que certains vont prendre la couleur jaune. Donc entre le A et le I, ils vont toujours confondre. Donc c'est à vous d'être détective pour bien voir pourquoi il se trompe. Lui, il ne se trompe pas pour vous embêter. Il se trompe parce qu'il a pris un détail qui est pertinent pour lui, mais qui n'est pas le détail qu'il devait prendre. Donc c'est à vous à l'amener, à apprendre à dire, ben non, le A il est rond comme ça, il fait ça, et le I est comme ça. Parce que souvent on a des élèves qui viennent, qui connaissent l'alphabet, mais ils ne connaissent pas du tout le champ des lettres, et donc ils ne rentrent pas dans la lecture. Donc les alphas est un moyen, il y en a d'autres. Bon, j'ai fait la formation, donc c'est pour ça que je le maîtrise mieux, et du coup ça fonctionne quand même très très bien. Donc d'autres systèmes aussi pour travailler. Plus vous présentez, plus il y a des chances qu'ils généralisent aussi, que le A ou la lecture de tel livre reste... Parce que non, certains vont lire qu'un livre et ne vont pas lire autre chose. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Donc il faut présenter différentes façons. Ben voilà, encore différentes manières d'adapter. Bon, le Happily, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau livre qui vient de sortir, qui est très sympa. Mais par contre, la vache, elle fait meuh, je crois, et il y a des enfants qui me disent des trucs bizarres, donc il faut aussi voir qu'est-ce qu'il prend comme détail. Mais voilà, pour les enfants qui ont des difficultés, c'est très bien, ça aussi.
Donc ça, c'est plus pour les adultes, comme ça vous pouvez contrôler combien de fois l'enfant a pu lire le A, la syllabe, parce que quand on est professionnel, on doit nous savoir où on va, et donc on a des documents, et on coche les cases, et on sait qu'il peut le lire, il a déjà lu 10 fois, ben c'est super, il maîtrise. Ça, c'est une adaptation pour des élèves pour apprendre à lire aussi. Alors là, il est basique, mais sinon, je mets des personnages qu'ils aiment, Dora l'exploratrice, et d'autres encore. Et donc, c'est le même système toujours. Donc là, il devra mettre les étiquettes, là, il devra mettre les photos, pour le mettre toujours en réussite. Ensuite, quand il maîtrise, vous avez les sons, ils sont bien complexes, donc on rattache à une couleur, ou bien l'arbre des mots. Eux, ils savent qu'avec l'arbre des mots, on peut écrire tous les sons du dictionnaire. Et donc, on va barrer quand on connaît quelque chose. Et donc, on sait qu'est-ce qu'on doit encore apprendre. La maîtrise de la langue, bon, certes, voilà, des phrases, des couleurs, toujours pour attirer leur attention, et des exemples plutôt. La grammaire, voilà, c'est ce que j'utilise. Ça a l'air d'être tout bête, mais ça facilite beaucoup pour certains enfants parce que c'est clair, c'est net, ils savent. Et quand je leur présente le Becherel qui vaut 12 000 verbes, ils me disent oh, je dis bah oui, on n'est pas rendu, hein, on doit encore apprendre quelque chose. Donc, et puis il y a des choses qui ne changent jamais, les moins variables, il y en a 100 et quelques, on les apprend. Ben, voilà, c'est des apprentissages, mais il faut le faire. Les homophones, c'est pareil, on voit qu'est-ce qu'on va apprendre, on peut mettre une croix, c'est tout toujours l'organisation. La conjugaison, on a mis des couleurs parce que pour nous, quand on dit on chante, c'est singulier. Mais pour beaucoup d'élèves, on chante, c'est tout le monde chante. Donc je vais mettre ENT. Et je dis ah non, 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 non. Donc du coup, on met une couleur comme ça, c'est eux qui sont tous, ils, elles et on, c'est la même chose. Voilà, les petites difficultés encore de compréhension. Par exemple, une poésie. Donc ça, c'est ce que les élèves reçoivent. Vous pouvez la mettre déjà de cette façon. Ensuite, vous pouvez trouver une illustration. Puis vous pouvez encore vous amuser à mettre d'autres illustrations pour que ce soit plus explicite, plus sympathique, avec des petits carrés. Et on coche les carrés parce qu'il doit y réciter sa poésie. Donc, et lui, il n'a pas d'intérêt à réciter la poésie. Hein. On passe aux mathématiques, c'est différents matériaux que vous pouvez utiliser. Donc la petite licorne que vous reconnaissez. Je fais des maths avec les licornes, je fais des maths avec Tintin aussi. Vous avez toujours le matériel. Alors, pour les réglettes Cuisenaire, moi j'ai juste rajouté le 1, 2, 3 pour que ça reste toujours présent. Et comme ça, du coup, ça facilite la vie pour tout le monde, même pour moi si j'ai des oublis de mémoire. Voilà, vous avez encore les pop-it, ça fonctionne aussi super bien. Parce qu'on peut appuyer dessus, il y a le sensoriel aussi qui est présent. Donc voilà, encore des... Pareil, tout ce qui est tam-tam, on compte combien on connaît, on sait ce qu'on doit encore apprendre. Donc vraiment, c'est toujours très très visuel. Quelques adaptations aussi dans tout ce qui est vraiment posé pour les élèves dyspraxiques. C'est très pratique. Voilà, encore tout ce qu'on utilise en mathématiques un petit peu. Un aide-mémoire pour pouvoir résoudre les problèmes, pour savoir c'est quoi une addition, c'est quoi une soustraction. Une façon de résoudre les problèmes. Voilà, l'adaptation d'une leçon qui est prise par un enfant, et puis on l'adapte et on lui met des couleurs et que ce soit beaucoup plus intéressant, parce que comme il y a un problème de graphisme, après il ne peut pas forcément se relire. Et donc le numérique, voilà, c'est un grand outil, on peut être contre, moi je suis pour, parce que vraiment ça a débloqué beaucoup de situations d'apprentissage, et après vous allez vers sans papier. Bien sûr, mais le numérique aide quand même vraiment beaucoup. Donc voilà quelques applications. J'ai ma tablette si jamais certains veulent voir pour apprendre à lire. Bon, les mathématiques, voilà. Les habiletés sociales, il y a des applications qui sont très très bien faites. La robotique, Nao, qui est vraiment extraordinaire. Je l'ai vu faire et c'est vraiment super. Enfin, c'est extraordinaire parce qu'un robot ne juge pas. Et les enfants adhèrent, mais complètement. Et ça, je l'ai vu au salon de l'autisme. Et vraiment, même nous, on va adhérer à ce personnage parce que vraiment, il est trop sympathique. Voilà une petite conclusion. Donc, vous entrez en pays autiste quand vous travaillez avec des personnes autistes. Et si vous ne respectez pas certaines règles, c'est vous qui allez perdre votre santé mentale. Donc, toujours avoir en tête certaines choses pour pouvoir aller et faire un chemin ensemble et qu'on amène nos jeunes élèves le plus loin possible dans les apprentissages. Et là, je vous ai mis un petit résumé.
Donc la collaboration, hein, vraiment, c'est le point le plus important, et c'est ce que je défendrai, et la formation des personnes qui travaillent avec des personnes autistes. Donc quelques livres à lire qui sont là, mais vous les retrouvez sur la table. Voilà. Voilà. Il y en a un, ça c'est juste une petite partie. Mais voilà. Et voilà. Je vous remercie. Oui. Alors, vous allez me donner vos coordonnées, parce que je ne sais pas faire ça maintenant. Sinon, il y a ma collègue pour les habiletés sociales, il y avait quelqu'un qui voulait te parler de quelque chose, donc je ne sais pas si elle est dans... Voilà, tu peux venir, Sophia, s'il y a des questions sur les habiletés sociales. Vous pouvez... Si c'est clair, alors... J'avais la même question aussi pour oui. d'avoir votre... Oui, peut-être. Oui. Après, c'est que une dose homéopathique, hein, ce que vous avez là. Oui, j'en doute pas. Parce que tout ce qui est adaptation, en fait, quand vous connaissez comment fonctionne la personne autiste, c'est vous qui allez faire toutes les adaptations. Et vous voyez comment ça réagit. Et vous devez tout le temps refaire des choses. Oui. Au niveau des adaptations, par exemple, dans une classe, quand une personne autiste est dans une classe de personnes ordinaires, neurotypiques, on va dire, est-ce que les enfants reçoivent des conseils sur comment interagir avec la personne qui est neuroatypique? Ah, bien sûr. Alors ça, c'est si la famille... Alors, il y a des familles qui sont OK, qui savent que leur enfant est autiste et qui vont venir peut-être en parler, ou un professionnel qui suit l'enfant. Donc ça, tu vois, le partenariat, hein, c'est vraiment important. Donc on peut venir toucher un mot de sensibilisation. Et donc les élèves vont comprendre comment fonctionne, pourquoi il a peut-être un casque sur la tête, pourquoi il a la tablette, pourquoi il ne va pas en récréation, pourquoi il mange toujours tel aliment. Donc la sensibilisation est très importante. Mais ça dépend. C'est quelque chose qui est fait naturellement. C'est sous demande des parents. Il y a des parents qui ne veulent pas dire que leur enfant est autiste. Donc ça, on ne peut pas se battre contre ça. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment tenir compte de chaque personne, de la famille, comment la famille le vit. Si elle le vit très mal, ils ne vont pas venir dire que l'enfant est autiste. Alors peut-être qu'on peut parler des hypersensorialités, on va dire il n'aime pas ça, mais on ne va jamais parler du mot autiste. Peut-être que l'enseignant va dire quelque chose, ou le professionnel qui le suit. Ça, c'est au cas par cas. L'idéal, ce serait d'en parler. Mais si la famille n'est pas encore au clair avec, on ne peut pas forcer. En tout cas, je ne sais pas si... On peut raconter ça un peu sous forme de conte aussi. Voilà, oui. Par exemple, le mien, il était dans une petite école familiale. Et quand il était en secondaire, là, il a fait une présentation. Enfin, c'est moi qui l'ai fait parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de bruit. Et il y a plusieurs mamans qui sont venues me retrouver. Ils m'ont dit « Oh, pourquoi est-ce que tu n'avais pas fait ça en primaire? Maintenant, c'est vraiment super. » Voilà. Alors qu'il le connaissait depuis 7 ans, quoi, hein, parce qu'il avait fait une partie maternelle et une primaire. Mais il suffit de faire des analogies, quoi. Par exemple, moi, j'avais fait dans le discours, c'est comme si tu irais en Chine, tu débarques en Chine, tu ne connais pas la langue, tu as énormément de bruit puisque tout le monde est en moto. Voilà, donc j'avais fait toutes des comparaisons comme ça, et pour vraiment... Mais toi, tu es d'accord de dire que ton fils est autiste, donc du coup, ça facilite aussi, tu vois. C'est ça aussi, c'est ça. Oui. Oui. Je voulais savoir, est-ce que dans l'enseignement, il y a des protocoles qui sont mis en place pour justement des enfants qui pourraient être autistes et on ne le détecte pas. Donc ces enfants se trouvent dans une scolarité tout à fait normale, mais qui présentent des difficultés. Est-ce que les enseignants sont formés justement Non. C'est ça la grosse difficulté. Par contre, sur Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez des documents. Oui, mais entre documents et l'application sur le terrain, il y a un grand pas. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Il faut vous former. Si vous soupçonnez que cet élève est autiste, renseignez-vous d'abord avant de le dire aux parents, parce que ça peut faire un choc. Voilà. Mais oui. On veut faire des SMS.
Les PMS, Il y a des PMS qui savent pas trop non plus. Voilà. Et les PMS ne sont pas formés. Moi, je suis institutrice, et c'est vrai que le premier réflexe, c'est de contacter le PMS pour avoir un moyen de collaborer avec eux. C'est ça, mais moi, les mères, par exemple, ils veulent bien agir que si le parent a... Oui, ça dépend. Du coup, clairement, on fait rien. Et le problème chez les élèves qui sont déjà en primaire ou maternelle, c'est qu'ils sont plus en école spécialisée, ils n'ont pas été là, donc ils sont passés les mailles du filet. Donc ils vous regardent dans les yeux, ils vous parlent, et le PMS il vous dit ah ben non, il te regarde dans les yeux, il n'est pas autiste. Je dis, si, il est autiste. Ils ne sont pas formés non plus. Donc du coup on va dire ah ben il fait exprès, tu comprends, t'as qu'à le secouer un petit peu. Je dis, non, il n'est pas du tout. Donc il faut vraiment connaître tous les signes de l'autisme. Parce qu'on peut passer à côté, totalement. Et vous, à force, vous avez trouvé, vous avez lu, et vous dites mais c'est sûr, c'est pas possible, j'ai un peu demandé à ses parents. La nourriture, c'est pas terrible, le sommeil comme si, il veut toujours non. Et donc, vous sentez qu'il est, mais si le PMS vous dit non, des fois, on est bien bloqué. Oui. Du coup, le personnel enseignant peut, contre toute attente, quand même personnaliser de l'enseignement, alors que les parents ne sont pas au courant, que le PMS ne veut pas prendre en charge plus ou moins. Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'enseignant, vu la conjoncture actuelle, quand même overbooké avec tous les enfants, d'avoir cette possibilité-là, parce que je trouve que ce que vous présentez, finalement, ça peut aller pour tous les enfants. Ah, tout à fait. Mais souvent, c'est ce que... Enfin, moi, je travaillais en France avant, et donc je chapeautais les assistantes de vie scolaire, donc, qui avaient été recrutées par notre association pour travailler avec les enfants autistes, puisqu'en France, il y a cette chance-là. Et donc, ce qu'on disait, ce qu'on vendait aux enseignants quand on arrivait avec l'association, donc vous aviez le climat glacial, et donc vous disiez, c'est pas la peine, on va pas y arriver. Et le climat un peu chaleureux, c'est ce qu'ils mettaient en place, servirait aux autres, à celui qui était perdu au fond de la classe, qui avait un déficit d'attention, mais qu'on n'avait jamais trop fait attention à lui, et bien du coup, ça allait peut-être l'aider. Bon, c'est un surcroît de travail quand même, faut pas croire, mais ça sert du coup aux autres également. Parce que celui qui suit bien, lui, il va suivre, il n'y aura pas de souci, mais tous les autres qui ont des petits soucis, ça va les aider. Oui. Et du coup, là, vous avez plutôt, de ce que moi j'ai perçu, vous avez plutôt parlé d'aménagement qui pourrait être fait en maternelle ou en primaire. Est-ce qu'il y a quand même des aménagements qui sont faisables même au niveau secondaire Oui. Moi, je suivais des élèves en secondaire, mais le temps étant imparti, je ne sais pas trop. Donc, oui, il y a beaucoup de... C'est un peu le même principe, mais sauf qu'ils savent lire. Okay. D'accord. Donc du coup, vous faites d'autres aménagements. Tout ce qui est numérique peut-être, mais ça c'est avec les professeurs, donc ça multiplie en plus. Parce que quand c'est un enseignant, plus prof de religion, plus prof de gym, ça peut aller. Mais en secondaire, c'est énorme, donc il faut que tout le monde ait sa clé USB, qu'il ait son cours sur clé USB s'ils veulent bien. Il y en a qui ne savent pas manipuler d'ordinateur dans les enseignants, donc c'est les parents qui doivent faire beaucoup. Parce que parfois j'ai l'impression que l'enfant, à ce moment-là c'est plutôt un adolescent, mais qui va être mis justement dans des écoles spécialisées. Bien sûr, oui. Parce que justement, les parents n'ont pas forcément l'impression qu'ils pourraient avoir des aménagements faits au niveau secondaire. Ouais. Mais l'enfant va réussir si les parents, s'ils le peuvent, là il n'y a pas de jugement, peuvent suivre leur enfant et adapter tous les cours aussi. Ouais. Je pense que, tu ne vas pas me contredire que si tu ne suis pas et que tu n'adaptes pas, c'est pas évident non plus. Voilà. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui sont dans les cours de pratique professionnelle finalement, parce que... Il faut aussi se former pour les aider, parce qu'il y a des tas de... Parce qu'ils ne vont pas tous atterrir dans l'enseignement secondaire non. Il y en a qui vont... général, voilà, c'est ça. Bifurquer vers des techniques ou il faudrait faire de l'information à tous ces enseignants qui les rencontrent sur le terrain. Mais il reste beaucoup de travail. Oui. Non, ça c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Même dans tous les océans. Il y a des journées de conférences pédagogiques là, qui bien servir à ça. Oui, mais... bonne idée. C'est pas sur une journée pédagogique qu'on va arriver à former les enseignants. Et puis il y a certains enseignants qui vont vous dire il n'a qu'à faire ça. Et on va lui dire il ne peut pas. C'est pas. Et du coup c'est compliqué. Il y a des enseignants qui vont dire oui, pas de souci. Voilà, mais il y en a, ils ne vont pas changer, eux, il doit s'adapter à moi. Et il ne s'adaptera jamais. Donc il va passer sa vie dans le couloir. Et on ne peut pas changer les personnes. C'est compliqué, on travaille avec des personnes, ce n'est pas des machines. Donc il faut tenir compte de tout. Oui, mais je parlais au moins pour repérer des signes, pour que ceux qui passent inaperçus. Oui.
Oui. les Mais sensibilisations. comme on dit, après si le centre, enfin si le PMS ne suit pas, puisqu'on n'est pas habilité en tant qu'enseignant à poser un diagnostic. Il faut qu'on fasse référence effectivement au centre PMS, etc. Mais si ton centre PMS ne réagit pas, parce que les parents ne sont pas demandeurs, ça coince. Hein. Il faut tenir compte de tout un ensemble. Et puis là, moi, je vais parler scolarité, mais il y a le travail. Et nous, on connaît beaucoup d'adultes qui ont des diplômes hyper impressionnants. Ils ne peuvent pas travailler parce que le travail ne s'adapte pas. La machine à café, vous connaissez. Moi, tu connais ces machines à café. On a une très belle machine à café aérienne. Et bien, on se retrouve et on discute. Mais il y en a, c'est pas possible. Donc, du coup, ils sont exclus. Oh, celui-là, il fait son fier, il parle jamais. Mais non, c'est pas qu'il fait son fier, c'est qu'il peut pas venir faire ça pour le moment. C'est pas possible. Même il est adulte, il a 30 ans, 35 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Moi, je reviens à l'enseignement technique et professionnel. Ben justement, tu as des stages. Et donc, ce genre d'enfants, pour pouvoir les mettre dans des lieux de stage avec des patrons, etc., qui finalement, on demande déjà beaucoup aux stagiaires normaux, ça va être franchement compliqué. Ah, et je sais que dans l'avenir, Ça va être l'enseignement spécialisé va vraiment se changer et se tourner vers autre chose. ça fait peur. Ça pose vraiment beaucoup de questions. Oui, ça fait peur, effectivement. Oui, Mais ici, moi, j'ai le cas pour l'alternance, donc, qui dépend d'un même école. C'est bon qu'il y a 25-30 ans, j'ai eu une expérience de 2 ans dans l'enseignement, enfin non, en psychiatrie infantile, et que là, j'étais avec des autistes qui étaient très forts, là, qui donnaient la tête à tirer la nappe et tout valser, mais enfin... Mais parce que ici, c'était pas encore structuré à l'époque, non, c'est pas, pour ça. pas du Du tout, coup, mais ça m'a c'est ouvert normal. l'esprit, Oui. et je veux dire que ça m'a vraiment permis de pouvoir m'interpeller par rapport à une élève qui a été dans le plein d'exercice professionnel et puis qui maintenant est venue chez nous. Et je veux dire que dans l'alternance, on a un petit peu comme une liste d'employeurs, et je me suis dit, tiens, je ne vais pas la mettre là, mais je vais peut-être un peu voir avec cette dame-là qui me dit, madame, c'est bon, je vous connais, que je vais essayer. Je dis oui, et alors mais vous avez déjà le c'est secret. une approche aussi, mais après, dont elle va avoir, elle a 21 ans, maintenant c'est un travail pour l'après, parce qu'elle tourne en rond chez nous. Je sais. C'est le gros Avant, souci. on a mis 4 jours donc, en entreprise, plus qu'un jour. Oui. Et c'est le gros souci, si vous rencontrez, il y a beaucoup de parents qui sont ici, qui ont des grands enfants, c'est le gros problème, qu'il n'y a rien. Bon, c'est bien votre conférence, parce que c'est... En fait, nous, en étant sur le terrain, ce que je peux dire, par rapport aux professeurs qui donnent cours, même en plein exercice, même s'ils ne sont pas formés, mais qu'ils puissent être attentifs, et qu'ils en fassent part au chef d'atelier ou aux responsables, et qu'ils transmettent. Tiens, voilà, je trouve ça bizarre. Oui. Mais même ne faire que ça, et puis ça, puis ça, puis ça, et puis on arrivera à déceler. Mais si les professeurs restent droits dans leur idée, oui, moi je ne fais que ça, oui, mais bon, c'est plus le boulot du professeur actuel, quoi. Mais Puisque maintenant, le spécialisé va donc dans le plan d'exercice ou l'alternance. Donc vraiment, le professeur doit avoir une vision plus large. Enfin, devrait. c'est ce qu'on aimerait, c'est dans l'idéal. Voilà. Mais bon, Oui. après, on a quand même la satisfaction d'avoir un élève qui revient en étant souriant. C'est ça, c'est des Ça deux aussi, c'est parties. bonheur. Voilà, oui. Je vais clôturer parce que je dois laisser à ma collègue. Donc, si vous voulez suivre, donc il y aura Stéphanie Leroy dans quelques minutes. Le temps, voilà. Merci d'être venu.